l'essentiel de mes travaux de recherche, en fait, porte sur l'histoire de la pensée économique d'abord. J'ai beaucoup travaillé sur la pensée économique de Joseph Schumpeter, que vous devez connaître parce qu'il est normalement un peu au programme. Et alors j'ai surtout travaillé sur les aspects monétaires. On connaît beaucoup Schumpeter pour sa théorie d'innovation, d'entrepreneur, des cycles. On le connaît beaucoup moins pour ses travaux sur la monnaie. Or, il a beaucoup travaillé sur la monnaie et il a contribué à élaborer une théorie moderne de la monnaie, puisqu'il commence à écrire au début du XXe siècle. Et à l'époque, les économistes sont encore persuadés que la seule vraie monnaie, c'est la monnaie or. Bon, il faut que ça soit tangible et il faut que la monnaie ait une valeur intrinsèque pour que ce soit une bonne réserve de valeur. Et donc, les économistes sont encore convaincus que la seule vraie monnaie, c'est l'or. Et il y a tout un débat au début du XXe siècle entre ceux qui pensent ça et ceux qui pensent que, non, c'est pas, voilà, il n'y a pas besoin forcément que la monnaie ait une valeur pour que ça soit une monnaie à part entière. Bon, et donc Schumpeter a pas mal travaillé là-dessus. Et puis, voilà, autre aspect de mes travaux de recherche, c'est justement tout ce qui est théorie de la monnaie, etc. Et alors, le truc, c'est que des théories de la monnaie, il n'y en a pas une, il en existe quelques-unes. En fait, l'économie, c'est avant tout une science de débat, et il n'y a pas forcément une théorie qui soit la vérité absolue en économie. Hein. Il y a plutôt souvent une opposition de courants théoriques. Bon. Et sur la monnaie, moi je me rattache beaucoup au courant institutionnaliste, c'est-à-dire celui qui considère que la monnaie est fondamentalement une institution, comme le langage, comme les unités de mesure. Voilà. Donc c'est fondamentalement une unité de compte et c'est fondamentalement une institution sociale. Donc c'est un peu à travers cette grille de lecture théorique que j'ai analysé le Bitcoin. Mais bon, je ne vais pas vous embêter dans les détails de ça parce que vous n'en êtes pas là. Mais du coup, c'est la raison pour laquelle, en fait, quand on dit la monnaie est une institution, dans ces cas-là, on se pose aussi la question de qu'est-ce qu'un ordre monétaire, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait un ordre monétaire cohérent, c'est-à-dire pour que les gens aient confiance dans la monnaie et pour qu'on ait une monnaie stable. Alors, une monnaie stable au sens de l'institution, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de crise institutionnelle de la monnaie. C'est-à-dire qu'on n'ait pas envie radicalement de changer de monnaie parce que ça ne plaît plus ou il n'y a plus de légitimité, les gens n'y adhèrent plus. Donc, à partir du moment où on réfléchit à tout ça, quand j'ai commencé à analyser le Bitcoin, l'une des questions que je me suis posée, c'est, voilà, parce que c'est une innovation qui est tellement radicale, est-ce qu'on est face à un nouvel ordre monétaire, potentiellement? Est-ce que ça pourrait être la monnaie du futur? Est-ce que le Bitcoin pourrait remplacer la monnaie bancaire? Évidemment, ça ne sera pas du jour au lendemain. La monnaie bancaire a mis des siècles avant de s'imposer définitivement dans les transactions. Voilà. Et du coup, quand on se pose cette question-là, est-ce que le Bitcoin, finalement, ça pourrait être la monnaie du futur? Est-ce que on pourrait voir l'avènement d'un nouvel ordre monétaire? Eh bien, évidemment, il faut se poser la question fondamentale. Est-ce que c'est une monnaie? D'accord? Donc, au sens économique du terme. Donc là, on va juste réfléchir basiquement aux principales fonctions de la monnaie. Et ça marche toujours. Unité de compte, instrument d'échange, réserve de valeur. Est-ce qu'elle remplit correctement ces trois fonctions-là? Mais après, quand on adhère à la théorie institutionnaliste de la monnaie, ça ne suffit pas, cette approche purement économique. Il faut se poser la question de, voilà, si le Bitcoin devait amener un ordre monétaire, quel serait cet ordre monétaire? Et donc, il faut se poser la question des valeurs de cette monnaie, d'où elle vient, quel type d'idéologie de la monnaie elle porte, quel type de politique monétaire, etc. etc. D'accord? Et puis après, se poser la question de la confiance. Ça, j'y viendrai sur la fin de mon exposé. Voilà, donc, je me suis attelée à regarder un petit peu d'où venait ce Bitcoin et quelles étaient les origines, les influences théoriques, idéologiques, etc. Alors, en fait, quand on regarde dans les discours officiels de la communauté, qu'on peut trouver, alors
Alors, ça passe essentiellement par Internet. Hein. Il y a des sites officiels de la communauté Bitcoin qui véhiculent des informations, des actualités, qui permettent aussi de mieux comprendre le fonctionnement du Bitcoin. Donc quand on regarde dans les discours officiels, on peut faire remonter le Bitcoin à une série d'expériences, de tentatives de créer des monnaies intraçables sur le net. Alors il y a eu plusieurs expériences. Je ne sais pas si je les ai remises l'en-tête après. Et en fait, après progressivement quand on remonte sur les filiations de cette monnaie, eh bien, on arrive au mouvement Cypherpunk, qui est un mouvement en fait qui s'est surtout diffusé par une mailing list qui a été active jusqu'en 1992. Et donc ce mouvement Cypherpunk, ça vient des cryptographes anarchistes américains dans les années 80-90. Et l'idée fondamentale, c'est que l'État est omniprésent. L'État exerce un contrôle permanent sur les individus, sur les données privées, et il faut... Il est 11h. Oui. Non, mais en fait, il faut me dire combien de temps il me reste. Donc, merci. Donc, voilà. L'État donc exerce un contrôle permanent sur les individus, sur les données privées, et il faut pouvoir se protéger de ce contrôle permanent et réussir à conserver des zones d'anonymat, des zones où on peut préserver sa liberté individuelle et ses données privées. Alors, je vous rappelle que c'est assez crucial avec les GAFA, hein. Je ne sais pas si vous avez vu des documentaires là-dessus, mais c'est vrai que c'est assez édifiant, hein, tous les masses d'informations que les grandes firmes peuvent accumuler sur les individus au quotidien. Bon, donc il faut pouvoir se préserver de ça, et grâce à la cryptographie, on peut se protéger éventuellement de cet omni-contrôle de l'État. Bon, voilà, ça c'est c'est une première influence. La deuxième influence, elle est quand même assez nette. C'est celle de l'école d'économie autrichienne, qui vient donc essentiellement des écrits de von Mises et de Hayek. C'est la deuxième génération d'économistes autrichiens. Et en fait, ce sont des approches libérales de l'économie. Donc il faut que l'État intervienne au minimum, voire pas du tout, dans l'activité économique. C'est la croyance dans l'autorégulation des marchés, et c'est aussi le cas pour la monnaie. Hayek a proposé en 1976 un modèle de monnaie concurrentielle. Donc, alors, à la différence du Bitcoin, il y a encore des banques dans le modèle de Hayek, mais en fait, il n'y a pas de banque centrale, il n'y a que des banques commerciales qui offrent des monnaies purement privées, et les monnaies s'échangeraient entre elles selon un taux de change. Et l'idée fondamentale de Hayek, c'est qu'un ordre monétaire qui serait géré et régulé par le marché et par les vertus de la concurrence serait beaucoup plus sain qu'un ordre monétaire hiérarchisé avec une banque centrale qui est entre les mains des gouvernements, et ces gouvernements ayant tendance à beaucoup trop manipuler la monnaie pour faire des politiques économiques expansionnistes de façon à satisfaire notamment l'électorat des gouvernements en place ou à venir. Voilà, donc on retrouve dans ce mouvement libéral autrichien l'importance du libéralisme, ça je l'ai dit, de la souveraineté de l'individu. Donc l'individu, la liberté individuelle est première. C'est aussi la recherche d'une monnaie non inflationniste, saine. Alors ça, on retrouve beaucoup dans les discours du Bitcoin. Le système bancaire, jusqu'à présent, a échoué à offrir une monnaie saine, non inflationniste, et donc il faut absolument sortir de ça. C'est-à-dire qu'il faut rendre aux populations une monnaie saine, non inflationniste, qui ne génère pas des crises financières, etc.
Et d'ailleurs, tout le système Bitcoin et en général, on retrouve beaucoup ça dans les autres monnaies cryptographiques, ça a été récupéré par les tenants des approches libérales. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi comme autre influence? Alors ça, c'est un truc qui est assez vieux comme le monde dans l'histoire des monnaies, à savoir comment assurer la stabilité de la monnaie, comment assurer la régulation de l'offre de monnaie. Est-ce qu'on doit réguler la monnaie de façon institutionnelle, ça veut dire qu'on fait confiance aux institutions, ou au contraire, est-ce qu'il faut il faut gérer la monnaie selon une règle, hein, c'est-à-dire une règle qui finalement serait intangible, ou alors, plus radicalement, on essaye d'ancrer la monnaie dans quelque chose qui serait naturel. Bon. On l'a fait avec les métaux précieux. L'ancrage des monnaies sur la fabrication de métaux précieux et sur la valeur de ces métaux précieux. Donc, forcément, il fallait les extraire des mines, donc c'était quelque chose de, entre guillemets, naturel, qui s'oppose à institutionnel. Aujourd'hui, on a une régulation institutionnelle des monnaies, hein, c'est-à-dire que c'est la Banque centrale qui, avec la politique monétaire, assure la régulation et la stabilité de l'unité de compte et du pouvoir d'achat. Avec le Bitcoin, on veut revenir à une naturalisation de la monnaie. Il faut que la monnaie soit ancrée dans quelque chose qui a une valeur forte. Voilà, un petit peu comme l'or. Et donc, on retrouve beaucoup dans le système Bitcoin. Donc, je ne sais pas si vous êtes amusés à aller voir sur les sites. Si ça n'a pas été fait, allez-y, vous verrez, c'est intéressant. Il y a beaucoup de vocabulaire dans le système Bitcoin, ou même l'iconographie qui est utilisée, c'est-à-dire toutes les images, la symbolique. Vous verrez, c'est quand même très très souvent des références explicites à l'or. Par exemple, pour illustrer le travail du minage, on voit un petit bonhomme avec une pioche qui va creuser dans une roche. La roche se coupe en deux et hop, il y a une pièce, forcément une pièce dorée qui brille, qui sort de la roche. Voilà. Donc c'est les références à l'or sont vraiment explicites, et d'ailleurs on compare le Bitcoin à de l'or numérique. Donc l'idée c'est de revenir à cette monnaie or qui a été quand même un symbole et qui est encore considéré aujourd'hui comme une valeur refuge en cas de crise. Voilà. Et l'idée quand même c'est de revenir à une monnaie qui a une valeur intrinsèque, qui a une valeur pour elle-même, qui a une valeur forte. Ça c'est extrêmement important dans le système Bitcoin.